Bonjour tout le monde, vous êtes très nombreux à nous suivre, merci. Bonjour à toi Florian, donc merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc aujourd'hui nous vous présenterons un sujet sur les faux goûts. Je souhaite juste vous faire un petit mot d'introduction. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Jander, je suis directeur chez Brewpark et ces séries de webinaires sont des séminaires gratuits en ligne sur divers sujets à propos des levures l'allemand. En ce moment, nous sommes tous limités dans nos déplacements en raison des mesures gouvernementales et c'est pourquoi nous voulons vous proposer ce genre de support. Avant de laisser la parole à Florian, je tiens à rappeler que vos micros sont tous coupés et que vous pouvez nous transmettre vos questions à tout moment via l'application. Donc, vous avez à côté du chat, vous avez une petite partie Ask a Question. N'hésitez pas à regrouper vos questions dans cette partie-là. On va essayer d'y répondre à la fin de la présentation. Vous êtes plus de 200 à être connectés, donc il y aura pas mal de questions. Juste un petit mot sur Brewpark, pour ceux qui ne connaissent pas non plus. Donc, Brewpark, c'est une joint venture entre les sociétés Hofsteiner et Pelliconi. Donc, notre core business, c'est le houblon et les capsules. Cependant, nous avons évolué au fil du temps et à la demande des brasseurs vers un concept de one-stop shop afin de proposer une gamme complète d'ingrédients et de consommables aux brasseries artisanales de France et au Benelux. Nous venons de déménager dans un nouvel outil logistique au cœur de la Champagne afin de pouvoir vous fournir un mix encore plus complet et ce, dans les meilleurs délais. À ce titre, nous sommes donc le premier distributeur français des levures allemands et je peux donc d'ores et déjà vous annoncer que l'assortiment s'agrandira en 2021. Brewpark, c'est donc des ingrédients de qualité, une équipe à taille humaine, un contact direct, mais également un service de conseil technique personnalisé. Je laisse maintenant la parole à... J'ai le soleil qui arrive, très bien. Je laisse maintenant la parole à Florian Antoine, technico-commercial de l'Allemand Brewing France. Merci Mickaël. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais juste régler mon son. Hop, voilà. Un peu mon retour son. Pardon. Donc bonjour tout le monde. Donc je vais d'abord vous présenter l'Allemand vite fait. Donc l'Allemand, c'est une entreprise de levure canadienne qui est basée à Montréal. À l'époque, ça a été fondé par un Alsacien en fait qui a émigré à la fin du 19e siècle à Montréal. Et du coup, ils l'ont appelé l'Allemand parce qu'à l'époque, l'Alsace faisait partie de l'Empire allemand. Donc ça recoupe pas mal de métiers en fait, tout simplement. Donc le pain, les boissons alcoolisées, la nutrition animale, le soin des plantes. Bref, plein de choses. Et moi, je travaille spécifiquement sur la bière. Donc, par l'Allemand Brewing, c'est tout ce qui est levure, bactéries. Donc là, la plupart des produits sont fabriqués en Europe. Donc, levure en Autriche, entre autres. Et puis, bactéries en France. On a aussi des auxiliaires technologiques, pardon. Ça va être des agents de filtration, des antioxydants, etc. Et puis on a Siebel qui est une ancienne école de brasserie et qui nous fournit également des kits sensoriels. Voilà. Et justement, on va parler de sensorialité. Alors, je vérifie juste un truc parce que j'ai un retour audio assez désagréable. On t'entend très bien. Ouais. C'est juste qu'en fait, j'ai mon retour audio dans l'oreille et c'est pas terrible. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais sinon, excusez-moi pour ça. Florian, when you're presenting, you have to make sure to not click away from that screen. It's just, Natalie, my audio is coming back to my ears and it's really annoying me. I don't know how to disable it. Do you know if it is possible to disable it? So if you laisse mon casque au pire. C'est ce que j'allais dire aussi. Bah oui, mais je t'entends pas sinon.
Can you go without the headphones and just use your computer audio? Yeah, the only thing is if I remove my headphones, like I can't hear Mikael anymore if he speaks to me. Oh no, definitely need computer audio. Okay. It's okay. I can. On va faire avec. I will work this. Si je bégaye, c'est pas grave. Vous m'excuserez, c'est parce que j'ai un retour que j'ai pas l'habitude. Donc je vais remettre mon écran. Pardon pour cette petite pause. Très bien. Et donc voilà pour la présentation de l'allemand. Donc on va vous parler de sensorialité, de perception, tout ça. Donc forcément, je pense que là vous travaillez tous un peu dans la bière. Si vous avez déjà fait par exemple jury pour des concours de bière, etc. Ce qui peut se passer, c'est que vous ayez par exemple une fiche de dégustation et puis vous avez plein de critères et justement ces critères ils recoupent un peu vos 5 sens. Alors plus ou moins évidemment. Donc ça va être la vue notamment avec la couleur, la brillance de la bière, le trouble, la mousse, etc. Niveau de l'odorat, ça va être tous les arômes quand vous allez approcher votre verre de votre nez, quand vous allez un petit peu le tournoyer pour faire remonter encore plus d'arômes, d'accord. Également les arômes, ils peuvent ressentir non seulement en mettant votre nez au-dessus, mais également par rétro-olfaction. En goûtant véritablement la bière, et puis forcément le goût, ça va être les saveurs, acide, amer, sucré, salé et umami. Le toucher est également important, donc ça va être toutes les sensations en bouche, la carbonatation, la rondeur, si une bière est plus ou moins sèche, par exemple, si elle est astringente aussi, si vous n'avez pas de tanin. Et l'ouïe, ça on le note rarement, ça va être peut-être si vous décapsulez une bière, vous savez directement si elle n'est pas éventée, mais c'est assez anecdotique. Évidemment, ça reste de la perception et il y a énormément de variations individuelles. Donc un conseil en fait quand vous goûtez vos bières dans la mesure du possible, de goûter à plusieurs parce qu'on ne sera pas sensible sur les mêmes choses, d'accord. Et c'est notamment le cas sur les arômes. On voit beaucoup de variations et je pense que c'est important de s'entraîner sans forcément s'influencer. Donc par exemple vous êtes à plusieurs, vous goûtez les mêmes produits, vous commencez à vous noter certaines choses, ah tiens je ressens ça, sans forcément vous le dire pour pas vous suggérer ce que vous ressentez, et puis seulement après vous vous accordez sur la couleur du ciel en fait, d'accord. C'est important je pense de confronter un petit peu ces variations puis de s'entraîner comme ça. Ils viennent d'où ces différences, ces différentes flavors, ces différents faux goûts, etc. Donc, flavor, ça vient un petit peu du terme anglais flavors, qui recoupe à la fois les arômes et le goût. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on ressent quand on goûte une bière, arômes compris. Donc tout ça, c'est forcément des précurseurs. Donc les précurseurs, c'est vos matières premières, les 4 principales matières premières, comment elles sont transformées, et puis votre matériel également une influence, vos méthodes, les contaminations possibles, etc. Donc ce qu'on va essayer de faire là ensemble, c'est de passer en revue les principales, celles qu'on connaît plus, comment on peut les éviter. Bon, évidemment, là vous ne serez pas chez vous à les goûter, mais vous les aurez peut-être déjà ressentis. Donc en fait, on va vous donner des faux goûts, des exemples de faux goûts, avec des suggestions de descripteurs, ok, des descripteurs qui sont communément admis, mais peut-être que vous avez au descripteur qui serait plus adapté, et donc je vous encourage vivement à vous confronter à ça, et puis à vous faire votre propre idée aussi là-dessus, sur les différents faux goûts. Voilà, je vous ai mis chimiquement à peu près ce qu'ils sont, mais on va voir plus ça en détail, ce sera plus intéressant. Les faux goûts, juste pour finir sur cette introduction, donc c'est une notion subjective. Subjective d'une part d'une manière individuelle, c'est-à-dire que vous allez être
plus ou moins répulsé par certains faux goûts. Genre par exemple, moi, à titre personnel, l'H2S, donc l'œuf pourri, j'aime pas du tout. Mais certains vous dire un petit peu dans la bière, ça peut apporter un truc. Bon, voilà, je suis pas là pour juger. Mais tout ça, déjà, c'est une subjectivité individuelle. Et puis ensuite, voilà, je commençais à l'expliquer aussi, c'est une subjectivité dans le style de la bière. On peut très bien avoir un style de bière où un petit peu de diacétyl, un petit peu goût beurré, ça peut être attendu. Je pense à, par exemple, des brettes, on va le voir tout à l'heure. Certains faux goûts peuvent être attendus. Là, sur le graphique à droite, vous voyez par exemple le POF ici. Donc, POF, c'est un caractère cellulaire de l'enzyme qui va transformer certains acides en phénol. POF, ça veut dire POF, phenolic of flavor. Donc déjà, rien que dans le titre, on dit faux goût phénolique. Okay. Mais par contre, cette caractéristique, elle est attendue dans certaines levures, notamment des levures belges, pour des styles de bière belges. Et on attend ce petit côté phénolique, ce petit côté épicé, et dans ce cas, c'est pas du tout un faux goût. Okay. Donc ça, c'est subjectif. Donc voilà, origine multiple également, on va essayer de passer en revue ça. Il y a un truc à savoir aussi sur les faux goûts, c'est que ça va être difficile à détecter en fonction du style de la bière. Forcément, on le sait tous, un faux goût dans une lager va beaucoup plus se ressentir qu'un faux goût dans une Imperial Stout. Okay, vous allez un petit peu masquer comme ça un faux goût. Et puis aussi, si un faux goût arrive, ça arrive qu'il n'arrive pas tout seul. Okay, donc ça peut être parfois de dissocier des autres faux goûts qui arrivent ensemble. Je pense notamment, admettons, vous avez une levure en mauvaise santé. On va le voir un peu tout à l'heure, mais il peut y avoir plusieurs faux goûts qui apparaissent et puis qui se mélangent un peu comme ça. Très bien, Michael, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça déjà? Alors, oui, effectivement. Donc la lager, comme tu disais, très bon exemple pour tester. Si vous utilisez les kits, je vous conseille de les utiliser dans une lager neutre. Peut-être pas pour tous les faux goûts, mais en tout cas dans la plupart. Une lager, ça peut être intéressant. Moi, ce que je fais également quand on déguste une bière, donc je vais prendre le verre, c'est surtout, alors peut-être faire là encore la différence saveur, arôme, odeur, parce que c'est très important et qu'il n'y ait pas d'erreur là également dans les traductions. Ce que moi je vais appeler le goût, c'est saveur, et l'arôme vraiment au nez. Et pour le nez, je vais fermer moi le verre et bien le mélanger et essayer de sentir directement. Ça, c'est ce que je vais appeler les arômes. Les odeurs, par contre, c'est une fois en bouche, quand j'aurai le rétro-olfactif, que je vais appeler ça une odeur et pas un arôme. Et flavor, comme tu le disais, va mélanger vraiment odeur et saveur en même temps. Voilà, ça reste important. Off flavor, c'est aussi une mauvaise traduction de l'anglais. Oui. Parce que faux goût, c'est une mauvaise traduction. Après, on peut aussi parler de on flavor dans le sens où tous les faux goûts qu'on va décrire maintenant, ils y sont, enfin pas tous dans toutes les bières, mais il y en a qui sont même voulus. Où il y en a qui sont voulus dans des quantités limitées en fonction du style. Donc, on va essayer de parler de ça un peu on et off. Alors, donc, il y a les kits cibles. Je vais essayer de vous expliquer aussi comment essayer de reconnaître ces différents arômes sans kit aussi. Quelquefois, on a quelques outils dans la cuisine. Donc, on va essayer de voir ça. Mais on va les reprendre un par un. Très bien. Et bien justement, sur cette notion de on et off flavor, justement, il y a des choses, il y a des molécules qui peuvent être considérées comme positives à un certain niveau, puis négatives à un autre niveau. On en cite un, mais ça pourrait être sur plein d'autres esters. Ça va être notre exemple typique sur les esters ici, c'est l'acétate d'éthyle. Donc, il fait partie des esters. Donc, les esters, ce sont les molécules aromatiques qui sont produites par la levure dans la fermentation.
et qui vont généralement vous donner un côté fruité, floral, enfin ça dépend des esters, hein. Il y en a énormément. En plus, c'est souche dépendant, c'est-à-dire que suivant les levures, vous allez avoir des choses plus ou moins neutres. Ok. Et l'acétaldéthyle, par exemple, il est caractérisé comme étant un certain niveau fruité, ok, type ananas. Et s'il est présent en trop grande concentration, on va tout de suite passer à quelque chose de un peu solvant, d'accord. Au niveau du fruité, oui. On le décrit souvent comme pomme verte. Après, on peut aller jusqu'au solvant, des nez de citrouille. Ça va. Le solvant, on va être vraiment sur le vernis à ongles. C'est vraiment ça. Ouais. C'est la photo que tu as repris là. On est vraiment là-dessus. C'est très. Tu vas expliquer d'où ça vient, hein, mais très compliqué. Une fois qu'on l'a, de l'enlever, par contre. Ouais, très compliqué. Je pense qu'il faut intervenir au niveau de la recette carrément, et puis des choix de process qu'on fait. En tout cas, la théorie simple sur les esters, c'est que plus vous allez fermenter à pression atmosphérique, plus vous allez avoir d'esters produits. Et donc, plus vous allez mettre de pression sur votre tank de fermentation, moins vous allez avoir de production d'esters. Ok, ça c'est une chose. Également, les températures plus élevées vont faire en sorte que vous ayez plus de production d'esters. Ok. Donc forcément, vous aurez une différence sur une ale entre quelque chose fermenté à 19 et puis quelque chose fermenté à 25. D'accord. Aussi, l'ensemencement, si vous tirez un peu vers le bas, et il va y avoir plus de production d'esters. Et également un brassage à haute densité. Allez, je sais pas, vous allez faire un 18 plateaux au lieu d'un 12. Vous allez aussi potentiellement avoir plus d'esters. Ça, c'est en règle générale, hein, bien sûr. Ça peut varier selon les souches. Mais là, vous avez un petit peu l'idée sur celui-là. Si tu as autre chose, Mickaël. Sur l'éthylacétate, non. Non. Effectivement, c'est pas voulu, ça, clairement pas, dans aucun style de bière. Non, quand c'est trop concentré comme ça, on n'en veut pas, clairement. Autre chose, donc là on n'est plus sur les esters, on est sur l'acétaldéhyde. Je te laisse le décrire d'abord. C'est là-dessus qu'on est vraiment en pomme verte et bière jeune. On peut des arômes là de plantes ou d'herbes. Ça peut aller jusqu'à une légère astringence dans le nez aussi. Alors on va retrouver ça dans quelques lagers. J'ai pas des exemples de bière pour chaque erreur, mais la Budweiser, par exemple, est un exemple où on va retrouver de l'acétaldéhyde. Ouais, et c'est clairement un défaut. Alors, ça vient d'où l'acétaldéhyde? Donc, en fermentation, c'est un produit intermédiaire. Ok, donc vous partez du glucose, enfin du glucose, de la forme la plus simple des sucres que vous avez dans le mou. Hein. Ça peut être le maltose qui a été ensuite converti en glucose ou bien le maltotriose. Bref, vous partez de ce truc simple, le glucose, ça va être divisé en deux molécules de pyruvate, ok. Et ensuite ces molécules de pyruvate, elles vont être converties en acétaldéhyde. C'est cette molécule que vous avez là. Et puis normalement, cet acétaldéhyde, il est converti par l'alcool déshydrogénase en alcool. Donc ça, c'est converti par une enzyme, et cette enzyme, pour fonctionner, elle a besoin de zinc. Ok, donc vous voyez, c'est le petit rond vert au centre de cette enzyme, eh bien c'est un ion zinc, tout simplement. Comment elle fait, la levure, pour avoir du zinc en elle? Tout simplement, elle le prend du milieu extérieur, ok. Et si elle n'a pas ce zinc, eh bien l'enzyme ne fonctionne pas et vous n'avez pas de conversion entre l'acétaldéhyde et l'éthanol. Donc l'acétaldéhyde, il va finir par s'accumuler et vous allez vraiment avoir ce goût de pomme verte chimique là. Donc c'est dû à quoi? Alors si vous goûtez votre bière en milieu de fermentation, c'est possible de le ressentir, évidemment. Mais par contre,
si vous le goûtez à la fin, ça peut être un signe qu'il y a eu un arrêt de fermentation. Okay. C'est dû à quoi? Tout simplement un manque de zinc. S'il n'y a pas de zinc dans cette enzyme, elle ne fonctionne pas de conversion, accumulation d'acétaldéhyde. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer que la levure, au début de son cycle, elle a assez de zinc. C'est un truc qui peut notamment arriver si vous commencez à faire des pieds de cuve. Et ça, les brasseurs, les brasseuses qui recyclent leur levure savent qu'il faut supplémenter en zinc. D'accord. Donc on peut supplémenter en zinc avec des sels, avec des extraits de levure, avec des levures. Donc par exemple, voilà, on a la Cervomyces, etc. Une autre cause, ça peut être une mauvaise santé cellulaire qui conduit à de l'autolyse. Ça, notamment, c'est quand vous laissez des levures rester trop longtemps dans un fermenteur, on va dire 1-2 mois, ça dépend des souches, ça dépend est-ce que c'est une ale, une lager, etc. On peut assister à une autolyse, c'est-à-dire un cassage en fait des cellules, et l'intérieur, le contenu de ces cellules va être déversé dans le milieu. Donc en général, c'est un beau mélange de plein de choses. Donc pas que de l'acétaldéhyde. Et en plus, je dirais que l'autolyse, parfois, ça peut donner un goût bouillon de bœuf. Donc quelque chose de bien différent de la pomme verte aussi. Donc quand je dis que l'autolyse peut causer de l'acétaldéhyde, oui, mais ça peut aussi causer le petit goût viandox. Je sais pas si tu as déjà eu ça, je l'ai pas mis dans les slides, je l'ai pas mis dans les slides l'autolyse côté viandox, Michael, parce que c'est un petit mélange, mais je sais pas si tu as la chance de goûter un truc pareil. Oui. Autolyse, ça reste présent quand même, surtout sur des gardes qui vont se faire dans le même temps et sur des durées très longues. À y penser là aussi. Avec ces confinements ou ces productions un peu ralenties. Après, je sais pas quels sont justement tes délais pour parler où il y a un risque d'autolyse, mais ça peut survenir. Ouais. Ça peut être très variable, mais ça dépend vraiment des souches. Je dirais que les lagers sont beaucoup plus sensibles au phénomène. Il faut voir aussi à la santé cellulaire, au stress qu'elle subit également. Est-ce qu'il y a déjà pas mal d'alcool dans le milieu, etc. Est-ce que c'est acide? Ça peut être super variable, je pense. Et DMS. Alors DMS, on va être typiquement là sur les légumes cuits. Le chou cuit, tout ce qui est alors le maïs en boîte, c'est vraiment ça en fait. C'est si vous avez une boîte de maïs justement et que vous faites chauffer ça avec le jus et que vous récupérez ce jus de la boîte chauffée et vous rajoutez ça dans une lager, voilà, c'est le meilleur test pour aller détecter le DMS. Il y a une autre façon, une autre description, mais que je trouve qui est assez bonne aussi, c'est la sauce tomate, en fait. C'est quelque chose. Moi, j'avais jamais appris ça sous ce nom-là, mais c'est vrai que dernièrement, en ayant détecté du DMS, on s'y approche. C'est vraiment important d'avoir ces images, justement, de ces arômes ou de ces goûts en tête pour pouvoir plus facilement les détecter, vu que les arômes et les goûts sont en fait un lien dans notre cerveau et réfèrent vers une image. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller les entraîner et c'est très bien que tu aies mis les images comme ça aussi. Le visuel est très important aussi en goûtant. Ouais, moi dans mon cerveau ça fait très pot-au-feu. Un moyen simple de le détecter ou de le sentir sans kit, c'est au début de votre ébullition, hein, tout simplement. Si vous avez la chance aussi d'avoir un condenseur à vapeur, là si vous récupérez les vapeurs, vous pourrez sentir ce que ça sent vraiment. Et pour moi c'est du pot-au-feu à fond, mais ça dépend des personnes. Donc d'où ça vient tout ça?
Donc à la base, ça vient du malt. Le précurseur SMM, il est dans l'orge, et normalement, lorsque le malteur fait son travail, ça va le transformer en DMS. Ok, donc il y a du DMS dans le malt. Ce qui n'est pas un problème en soi, puisque l'ébullition vigoureuse, elle est censée volatiliser ce DMS. Ok, donc il faut qu'elle soit vigoureuse, cette ébullition, et que les vapeurs ne retombent pas dans le mou. Sinon, ça sert strictement à rien. Donc il faut que la cheminée, en fait, soit assez large pour que vous ne récupériez pas de DMS. Moi, je bossais dans une brasserie où le DMS faisait partie du profil aromatique d'une des bières, et il y avait une petite fermeture qu'ils activaient en plus sur la cheminée pour récupérer un peu plus de DMS en ébullition, parce que c'était le profil historique de la bière et qu'ils voulaient un peu de DMS dans cette bière. Par contre, un truc à surveiller dans le malt, c'est les DMSO. C'est une forme oxydée du DMS qui n'est pas volatile dans la cuve d'ébullition. Donc il va rester dans votre cuve d'ébullition, vous allez refroidir votre bière, etc. Vous allez mettre en fermenteur, il va toujours y avoir du DMSO, et par contre, la levure, elle sera capable de le réduire en DMS. Donc vous allez vous retrouver avec le goût de chou dans le fermenteur. Donc s'il y a un truc à surveiller sur votre matière première, c'est bien ça. Voilà. C'est un des faux goûts qui arrive quand même très souvent, c'est très régulier. En concours, en fait, je suis souvent surpris que le DMS est si présent. Donc vraiment, je crois pour l'éviter, effectivement, l'ébullition vigoureuse, il faut vraiment pas hésiter. Ébullition vigoureuse et on laisse échapper ces vapeurs, évidemment. Ouais, tout à fait. Suivant, H2S. Donc oui, arôme de soufre, hein, là typiquement des œufs, enfin plutôt des œufs pourris. C'est typiquement aussi les eaux thermales, hein, pour les Belges. Quand on va à la source de l'eau de Spa, enfin après il y a beaucoup d'eau thermale, mais moi je connais celle de Spa, a beaucoup ces arômes de soufré, de pourri, très très désagréables aussi. Pour moi, c'est vraiment l'œuf cuit dur, du coup. Donc cet œuf cuit dur, enfin cet H2S, là pour le coup c'est la levure principalement qui est responsable et qui va le produire en début de fermentation. Donc c'est quelque chose de naturel qui est produit, mais comme c'est un volatile, et ben, grâce au CO2 que produit aussi la levure, tout ça est censé partir. Ok. Bien entendu, si vous fermez les vannes, enfin je veux dire, si vous mettez trop de pression dès le début, ce H2S, il va avoir du mal à s'échapper. Ok. Et il va rester vraiment dans votre fermenteur. Un autre souci, c'est avec les sous-schlager également, puisque l'ébullition sera moins vigoureuse, puisque vous fermentez de toute façon à plus basse température. Bah, qui dit moins de chasse, dit un peu plus d'H2S résiduel. Donc l'idée, c'est vraiment de... Je regarde un petit peu les messages. Attention, une ébullition vigoureuse va produire le goût de lumière. Et le goût... Ah, je suis pas d'accord avec toi, Yaya. Mais on y répondra tout à l'heure sur le goût de lumière. Donc H2S qui peut vraiment bien rester. Donc il faut vraiment faire attention. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une chasse au début de la fermentation. Donc évitez de mettre de la pression sur votre fermenteur dès le début, quoi. Et en plus, ce sera bien pour ça peut un peu stresser la levure si vous mettez de la pression trop forte directement sur votre fermenteur. Une autre cause, c'est une infection bactérienne qui est Zymomonas, qui est assez rare. Hein. Je la retrouve pas beaucoup, mais ça peut arriver. Le diacétyl. Michael. Alors, oui, goût beurré, c'est une sensation assez grasse. À pas confondre avec le beurre rance, par contre, ça on y viendra tout à l'heure, c'est vraiment le goût beurré. Alors c'est voulu dans certaines, enfin ou accepté dans certaines lagers. Un exemple commercial va être typiquement la Pilsner Urquell, va avoir un peu de ça.
quelque chose qui est facile à faire aussi à la maison sans kit, ou même un peu de margarine liquide ou beurre liquide, là, ces solutions-là, de 2-3 gouttes et essayer de s'entraîner vraiment dans une lagueur, d'en mettre une goutte, d'en mettre 2 gouttes, 3 gouttes pour voir à quel son taux son seuil de perception, très présent dans beaucoup de bières. Oui, et une méthode aussi pour détecter. Donc, j'y viens. Donc, juste pour vous expliquer. Donc, c'est un coproduit de la fermentation. Ok. Donc, ça va être produit en même temps que la levure va consommer ses sucres. D'accord. Donc, elle va produire le diacétyl et le relarguer. Ok. Pendant la fermentation. Donc, au moment où vous atteignez votre densité finale, eh bien, vous avez un pic de diacétyl présent dans votre bière. Ok. Plus la bière elle est fermentée à haute température, plus ce pic il va être important et puis monter très très vite. Ok. Par contre, donc on pourrait se dire bon bah ok, on fermente à basse température pour éviter ce problème. Par contre, la levure ensuite, lors de la garde chaude où diacétyl reste, elle est censée réabsorber ce diacétyl et puis le réduire en composés qui sont moins expressifs, qui sont moins perçus. Et du coup, ça permet de gommer cette sensation grasse, ce goût beurré. Ce diacétyl reste, il fonctionne très bien, mieux, quand les températures sont un peu plus élevées. Okay. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, si vous faites des lagers et que vous voulez pas trop de diacétyl, d'augmenter votre température à la fin de la fermentation pour vraiment faciliter cette réduction du diacétyl. Okay. Ça peut être valable aussi sur des bières, sur des ales, des bières de fermentation haute, si vous voulez le réduire. Une méthode un petit peu pour s'entraîner à le détecter, justement, vous prenez votre bière dès qu'elle a atteint sa DF, et vous, déjà, vous pouvez la goûter, et si vous n'arrivez pas trop à percevoir, vous pouvez la chauffer. Donc vous mettez par exemple de l'aluminium au-dessus de votre verre, mettez votre verre dans un bain-marie, disons vers 60 degrés, sortez votre verre et vous ouvrez le papier d'alu et là vous devez sentir ce côté beurré. Okay. Ça peut être une bonne méthode aussi pour se dire eh bien est-ce que j'ai toujours ce goût au bout de 2 jours, 2-3 jours pour une aile, et puis est-ce que je peux passer en garde froide par exemple. Le diacétyl peut également être produit par une bactérie lactique qui s'appelle Pediococcus. Alors, je voyais que Yaya parlait du goût de lumière, donc le voici. Oui, donc goût de lumière très présent très souvent aussi. On dit effectivement putois, mouflette. Dont vont appeler Sapivicia, même si c'est encore différent, on va y revenir aussi. Des ordures ménagères en décomposition, ça peut aller vraiment des arômes très différents, très présents aussi. C'est la chose qu'on n'a pas envie de s'entraîner aussi. Après, ce qui est c'est le gaz de ville aussi, en fait, parce que c'est exactement ça qu'ils mettent dans le gaz pour pouvoir le détecter. Mais après, voilà, c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans sa bière, qu'on ne veut dans aucun style et qu'on doit à éviter à tout moment. Après, le goût de lumière, aussi facile à tester. Mettez une bière en plein soleil. Ça peut arriver donc très vite, ça par contre, il faut vraiment pas le laisser des heures. On peut avoir un goût de lumière dans un service au bar et en buvant dans une terrasse ensoleillée. Si on boit pas assez vite, on peut détecter ça le temps de servir même sa bière. Donc à faire le test, en mettre une au soleil, une cachée de la lumière, c'est très facile à tester à la maison, ça. Et justement, pourquoi on l'appelle lumière? Tout simplement parce qu'il est causé par les UV principalement. Donc c'est la réaction de ces UV avec les riboflavines, les isohumulones, donc c'est composé du houblon, dans la bière, qui vont se transformer en mercaptan. Donc pour éviter ça, eh bien, on lutte contre l'exposition aux UV. D'accord, contre les expositions à la lumière. Quand je dis UV, c'est pas forcément la lumière directe en plein cagnard.
ça peut très bien être exposé sur une étagère, bien sûr. Et une solution, évidemment, c'est de privilégier des conditionnements qui vont atténuer, voire complètement éliminer cette exposition à la lumière. Donc le verre brun et puis les canettes. Et donc, 2 exemples industriels vont être Heineken ou Corona, Oui. vont clairement avoir ça dans leur profil dû à leur conditionnement aussi. Absolument. Alors, le P-méthane 8-thiol 3-on, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on va être sur pipi de chat. C'est même décrit souvent comme pipi de matou, en fait, mais matou domestique, parce qu'apparemment, il y a encore une petite différence. Si j'ai mis un chaton, j'aurais dû mettre un gros chat. Oui, tu aurais dû mettre, c'est le gros matou. Et c'est pas vraiment l'odeur de pipi qu'on a que sur des chats sauvages. Après, ça va dépendre, bien sûr, de ce qu'ils mangent. On peut aussi, moi j'ai plutôt myrtille, mais plutôt les feuilles. C'est surtout les feuilles, c'est pas le fruit, pas du tout le fruit, mais ces feuilles-là. Donc en test à la maison, on pourrait mettre feuilles de myrtille dans une lager aussi pour se le tester comme ça. Là, clairement, il va y avoir certaines variétés de houblon qui l'ont beaucoup plus que d'autres. Donc aussi à tester en tant que brasseur en faisant des bières justement uniquement avec ces houblons-là. Pour pas les citer, le Citra, clairement, Citra, Simcoe, Strisel Spalt va pouvoir apporter ça aussi. L'idéal, c'est de mélanger justement plusieurs houblons, de ceux qui n'en ont pas, ce souci-là, parce que si on fait un mix de ces trois houblons-là, on risque fort d'avoir cet arôme de pipi de chat. Oui, et puis ça permet aussi de parler d'un sujet super important qui est l'oxydation. Donc là, sur votre droite, l'oxydation, c'est vraiment quelque chose qui est super important, notamment sur les IPA. Dites très vite si vous avez quelconque oxydation dans votre process, que ce soit principalement conditionnement, mais dans vos transferts, dans vos dry-up, etc. Une baisse de la fraîcheur du houblon très rapide, okay. Et puis ces premiers composés qui vont commencer à apparaître, pipi de chat, feuilles de cassis, etc. Donc les précurseurs, ici, ils sont présents dans les houblons, mais on a un autre type d'oxydation qui est bien connu, c'est le papier carton. Donc ça vient d'où ça? Ça vient d'un composé qui s'appelle le transdénolénal. Donc il est produit comment, ce transdénolénal? Donc on part des lipides du malt, d'accord? Donc ils sont naturellement présents en petite quantité dans le malt. Et puis on a 2 voies. Une voie LOX, donc une voie qui fait intervenir une enzyme qui s'appelle LOX, qui est capable, avec un apport d'oxygène, de transformer indirectement ces acides gras en transdénolénal, donc ce composé qui va vraiment vous donner un goût de papier carton. Je ne sais pas si tu as un autre descripteur par ailleurs, Mickaël, là-dessus. Oui, alors il y a le papier mouillé, aussi le papier mâché. Après, là, c'est très compliqué souvent à se rendre. On parle toujours de papier carton mouillé, mais je crois qu'il y a peu de gens qui ont mis du papier carton mouillé dans leur bouche. Après, tu lâches une enveloppe, un timbre. Il y a tous les autres arômes après d'oxydation qui souvent c'est lié, le miel, les amandes, le sherry. L'odeur d'un vieux livre aussi, sur une brocante, quand on a un livre qui a pris. C'est ça, ce papier mouillé, quand on a pris un livre sur une brocante ou qui était souvent à l'eau et à la lumière, va avoir un peu ça. Très facile à tester à la maison aussi, en mettant tout simplement sa bière sur le chauffage pendant quelques heures, accélérer ce processus d'oxydation, en fait. Ouais, et donc il y a 2 voies, donc cette voie enzymatique qui est due à une enzyme qui est présente dans le malt. Donc là, les batteurs ont commencé, depuis pas mal de temps déjà, à sortir des malts qui n'expriment pas cette enzyme pour éviter cette voie, justement.
mais ce serait trop facile. Sinon, il y a une voie où l'acide gras saturé s'oxyde par lui-même, sans enzyme. Okay, et que de toute façon, vous allez avoir ce composé qui va arriver à un moment ou à un autre s'il y a apport d'oxygène dans votre bière. Donc voilà. Et puis oui, Mickaël, tu as parlé aussi, des arômes type cherry, ouais, qui peuvent arriver, un peu bourbon, qui peuvent arriver sur la suite sur des bières oxydées. Donc là, en prévention, on a quoi? On a forcément toutes les étapes du process dans vos transferts, etc., qui vont faire que de l'oxygène va s'introduire dans votre bière. Petit aparté sur l'oxygène dans la bière. Je pense que c'est important de le faire. En tout début de fermentation, si admettons vous avez de l'oxygène dans votre milieu, c'est-à-dire dans votre fermenteur, la levure va le consommer très rapidement. Okay, donc c'est pas un problème en tout début de fermentation. Et d'ailleurs, il y a des gens qui aèrent, hein. Donc vous n'avez pas besoin d'aérer quand c'est de la levure sèche. Ça peut parfois aider sur certaines fermentations, mais en l'occurrence, si vous utilisez de la levure liquide, un pied de cuve, etc., bien oui, ça devient indispensable. Et là, la levure, elle va tout de suite consommer l'oxygène. En revanche, si l'oxygène vous en incorporez d'une manière ou d'une autre, par un transfert, par un conditionnement, etc., il n'y aura pas cette reconsommation par la levure aussi efficace que pendant une fermentation. Et du coup, cet oxygène, il va rester dans le milieu, il va commencer à se composer, à se complexer à d'autres molécules, et finir par former des ROS, des molécules qui sont réactives, oxygénées, et qui vont finir par produire des composés de l'oxydation comme le trans 2 non-énal. Très important de passer en revue ces méthodes et son matériel sur essayer de faire la chasse à l'oxygène, tout simplement. Métallique. On a souvent la confusion, goût ferreux, oxydation, etc. Non, c'est vraiment le goût de fer, c'est la cause, ça va être soit l'eau, du fer présent dans l'eau, ou alors des matériaux non passivés. Je voyais dans les questions-réponses, là, la canette peut-être donner des faux goûts. Donc en général, je vois que c'est un peu répandu aussi par certaines personnes, que justement votre produit, votre bière, elle n'est pas en contact directement avec le goût, avec l'aluminium ou le métal de la canette. D'accord. Il va y avoir un revêtement qui est en général une espèce de spray plastique qui permet un non-contact direct. Voilà. Juste sur le goût métal, hein, pour se donner encore l'image, c'est le goût de sang aussi quand on s'est blessé au doigt ou dans la bouche. C'est ça vraiment le côté minéral. Après, ça peut être voulu uniquement sur une fermentation avec des amphores, par exemple. Il y a très peu de brasseries qui le font, mais je sais qu'il y a une brasserie en Italie, il y en a une en Belgique également, qui font la fermentation sur amphore et ça va donner ces arômes très métalliques aussi. C'est le seul moment où c'est vu comme un on flavor, ou sinon on parle clairement de off flavor. Là aussi, facile à tester à la maison en mettant une pièce métallique dans un verre et de le laisser pendant quelques heures. Ça va pouvoir, on va pouvoir ressentir ces arômes et ce goût métal. Et là, il y a une question d'Erwan qui nous demande: le goût métallique peut aussi provenir d'un malt mal conservé, point d'interrogation. Ça dépend du silo, je pense. Je pense que de toute façon, le métal, il doit forcément venir de quelque part. Donc, il faut qu'il y ait un contact entre un métal et ta matière première ou ta bière. Donc, sur la partie bière, c'est pas censé être le cas puisque normalement, les gens bossent en inox. Mais peut-être que sur la partie stockage,
du malt, et encore, je vois pas trop de ces problèmes-là. Ça peut arriver. Faut vraiment se poser la question de la matière et du matériel. Les acides. Je te laisse commencer, Mickaël, sur l'acide lactique. On les fait séparément, hein, l'acide lactique, mais clairement, yaourt, hein, du lait. Vraiment, là, il faut faire la différence entre tous les acides, parce que c'est très, très différent. Mais maintenant, très à la mode, hein, l'acide lactique est très voulu dans certains styles de bière. Donc, facile à reconnaître vraiment on en parlera après, l'acétique peut être agréable aussi, mais il y a clairement une différence. Le lactique est beaucoup plus agréable que l'acétique. C'est une acidité qu'on peut donc, en buvant un verre de lait, un pot de yaourt, on peut apprécier ça. Et oui, donc plusieurs acides, là, plusieurs ressentis. Donc d'abord le lactique, qui va être produit principalement par des bactéries lactiques, donc Lactobacillus et Pediococcus. Donc, côté yaourt, etc. Alors, ces bactéries, donc soit vous les avez introduites de gré, ou alors elles sont présentes dans votre brasserie et elles ont contaminé votre fermenteur. Okay. Ce qu'il faut savoir sur ces bactéries pour soit les utiliser, soit lutter contre elles, c'est qu'elles sont dites anaérobies, c'est-à-dire qu'elles ont une croissance en l'absence d'oxygène, donc idéalement dans le fermenteur en fermentation. Aussi, leurs formes sauvages, donc la plupart des souches de contamination, peuvent résister au houblon. Et ça, c'est un problème. Okay. Je dis bien les souches sauvages parce que, par exemple, si vous mettez une lactobacillus du commerce, okay, un pitch, habituellement, elles sont sensibles au houblon, d'accord, et vous ne pourrez pas les mettre dans des mous houblonnés. Il faudra les mettre avant. Okay. Donc, pour lutter, en tout cas pour prévenir et puis pour surveiller tout ça, je pense que c'est important de faire une surveillance de votre pH. Parce que c'est pas juste au goût, en goûtant au cours de la fermentation votre bière, que vous allez peut-être détecter un certain côté yaourt. Votre pH mètre, il sera un peu plus précis que vous à prévenir les dérives concernant le pH, tout simplement, et l'acidité, et anticiper tous ces problèmes. Okay. Ça peut peut-être vous sauver quelques jours. Maintenant, l'acétique. Donc là, comme Mickaël l'a dit, beaucoup moins agréable. Là, on est vraiment sur vinaigre, hein. Vinaigre très aigre. On peut aller jusqu'à des brûlures. Le seul style où on peut avoir un tout petit peu d'acétique, c'est dans des vieilles brunes flamandes, ce style-là. Parce que même dans tout ce qui est lambiqueuse, on ne veut pas d'acétique. C'est vraiment un défaut. Mais là aussi facile, hein, un peu de vinaigre blanc dans sa cuisine, dans une lager, et on peut aller reconnaître et coller cette image là-dessus. Je prends la question de Julien, pH inférieur à 4,5. Ça va dépendre des levures. Parce qu'il y a des levures qui sont bien capables de descendre, et en plus ça va dépendre aussi du pouvoir tampon de ton mou. Okay. Donc le mou peut potentiellement avoir un pouvoir tampon plus ou moins grand, et du coup tu vas arriver à un pH autour de 4,5 ou alors peut-être autour de 4,2. Je dirais qu'il faut commencer à s'inquiéter quand on va descendre en dessous des 4 dans les fermentations standards. Pour revenir à l'acétique, donc côté vinaigre, principalement produit par une bactérie qui s'appelle Acetobacter, qui cette fois-ci est une bactérie aérobie, donc qui va croître en présence d'oxygène. Et donc un endroit de contamination très fréquent, ça va être les lignes de tirage de fût dans les bars, par exemple. Okay, des lignes mal entretenues, forcément il y a de l'oxygène, il y a du biofilm, et là il peut y avoir de l'acétobactère qui va vous donner un côté vinaigre à vos bières. Alors, il n'est pas produit que par cette bactérie, par exemple, il peut être produit par aussi des lactobacillus. Si je prends l'exemple de notre sour pitch,
On sait qu'à 40 degrés, elle va produire principalement du lactique, donc ce qu'on veut pour des bières, pour la fabrication des bières acides. En revanche, si on s'amuse à la faire acidifier vers 25 degrés, on peut avoir un peu d'acétique. Okay, et là, ça peut être dérangeant. Le butyrique. Le butyrique, c'est une horreur totale. Donc, vomi de bébé, qui est vraiment différent du vomi d'adulte, qui est encore beaucoup plus acide. Pour ceux qui ont des enfants, ils savent de quoi on parle. Très acide, très désagréable. On l'a en nez et en bouche. Alors, peut arriver en sour mash ou sour kettle, ça peut arriver de là, mais c'est vraiment un off flavor. On n'en veut pas. Qu'on me dise pas que ça peut passer dans une Berliner Weisse ou non, c'est vraiment un défaut. Là, on est sur le beurre rance aussi. C'est vraiment sur tout ce qui est très rance, très acide et vraiment désagréable à éviter totalement. À éviter totalement. Alors, comment on peut l'éviter? Donc, ça peut très fréquemment arriver justement quand on fait des sour mash, des sour kettle. Il suffit qu'il y ait Clostridium, donc qui est une bactérie dans l'environnement, d'accord, qu'on veuille faire une acidification en cuve, que cette bactérie soit là, et qu'on soit encore sur un pH supérieur à 4,5, eh bien cette bactérie, elle peut très bien se développer et produire de l'acide butyrique. Okay. Donc comment on fait pour l'éviter? Eh bien, on maîtrise la propreté de son mou dans lequel on veut inoculer une bactérie, d'accord, et puis on maîtrise l'inoculum, en fait. La bactérie ou les bactéries qu'on veut mettre dans le milieu, d'accord. Et si vraiment vous avez fait tout ça et que ça reste un problème, eh bien je partirai sur une préacidification avec, vous mettez de l'acide lactique tout simplement dans votre mou, de l'acide phosphorique, pour faire descendre le pH et seulement ensuite acidifier avec une bactérie. Ensuite, le caprylique. Chèvre, et encore mieux vraiment l'odeur du fromage de chèvre, que ce côté rance, un peu de sueur aussi. Un lait qui aurait tourné. En texture, on va être un peu plus sur une huile végétale un peu waxy, comme ça. Pour avoir vraiment l'image, c'est ouais, la bûchette de fromage de chèvre. Ouais, pas très agréable du coup. Et c'est dû à quoi ça? Eh bien, c'est les acides gras du malt qui vont réagir encore une fois avec l'oxygène. Ok. C'est dû à quoi? Peut-être deux choses. Déjà, les acides gras sont mal consommés par les levures. Pourquoi ils sont mal consommés par les levures? Parce que potentiellement, pour une raison ou une autre, ces levures sont en bonne santé. Donc là, il va falloir s'intéresser à la santé des cellules. Est-ce que vous en mettez assez, etc. Est-ce que vous mettez pas trop de stress sur vos cellules? Est-ce qu'il faut les nourrir davantage, etc. Et puis sur l'oxygène, là ça coule de source. Est-ce qu'il y a un apport d'oxygène? Est-ce qu'il y a un apport d'oxygène qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. Fini sur les acides, avec l'acide isovalérique. C'est pire en pire. Donc, clairement, là, enfin, fromage aussi, mais ou vieilles chaussettes. Après, ça dépend à qui appartiennent les vieilles chaussettes. Ce côté, oui, fromage camembert, quand on dit ça sent les pieds. Là, on va être peut-être, ouais, enfin, tu vas parler de levure aussi, mais après, houblon, effectivement. Facile à tester en brasserie aussi, en ayant un houblon oxydé. Prenez un petit sac de houblon ou un peu de houblon et le mettre à chaud pendant un certain laps de temps et on va clairement avoir cet arôme-là. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses en tant que Belge, mais moi j'ai entendu certains Belges dire que ça pouvait être désiré dans certaines gueuses. Alors, ils ont ça vu qu'ils utilisent déjà des houblons surannés.
Donc, il y a une partie qui pourrait aussi venir de là. Mais après, à voir si ça vient de la brette. Oui, c'est principalement l'oxydation du houblon là, qui est en jeu. Moi, j'ai ail aussi de temps en temps quand c'est des houblons. Ouais. Un houblon qui est oxydé, qui est un peu trop vieux, peut apporter ce goût d'ail aussi. Aïe, ok. Wow. Donc je vous souhaite vraiment de goûter un jour tous ces délicieux arômes pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Donc voilà. Et bien du coup on va conclure, et puis on va répondre aux questions ensuite. Vous l'avez vu, des multiples causes, méthode, matériel, matières premières. Donc ça peut être vraiment multifactoriel. Et puis si vous arrive quelque chose, il peut y avoir aussi un mélange de faux goûts. Donc ça peut être parfois difficile en fait de bien séparer en bouche. Et puis de se dire je détecte ça, je détecte de l'acétaldéhyde effectivement, donc je peux remonter à la source de mon problème. Donc c'est intéressant aussi de s'entraîner, de détecter à plusieurs, parce que vous avez différents niveaux de sensibilité. Par exemple, les labos qui font des analyses sensorielles sur des bières, je pense à l'IFBM où je travaillais avant, eh bien, ils entraînaient un panel expert, ils entraînent toujours un panel expert, où en gros, il va y avoir des cartes où des gens seront plus sensibles à certains faux goûts que d'autres. Ok, c'est quasiment, c'est pour beaucoup génétique, de l'entraînement également. Et donc c'est important en fait d'essayer de s'entraîner à plusieurs et puis de pas compter que sur votre palais à vous, ok, pour rester quand même subjectif là-dessus. Donc voilà, je vous encourage vivement à vous entraîner. Voilà, petit mot pour la fin sur nos kits sensoriels. Donc c'est des petites fioles en fait où vous avez un faux goût à chaque fois. Vous allez le mettre dans 1 litre de bière assez neutre. Une bière neutre, c'est une International Lager comme une Bud, une Carlsberg, une 1664, admettons. Et ça vous permet vraiment de vous entraîner à détecter un faux goût à la fois. Et puis ensuite, d'être capable de le détecter dans vos bières. Donc voilà, Michael, est-ce que tu veux rajouter un petit mot ? Juste à s'entraîner, à continuer de s'entraîner parce que le palais évolue avec l'expérience aussi et avec d'autres éléments, d'autres facteurs extérieurs aussi. Donc, c'est quelque chose à faire très régulièrement en fait. Mais c'est tout ce que j'avais à rajouter. Merci beaucoup, Florian. On va passer aux questions. Il y a pas mal de questions. La première, je vais en regrouper. Tu as déjà parlé de la canette, mais c'est peut-être les conteneurs en général ou des fermenteurs. Est-ce qu'un fermenteur plastique, lui, va apporter un faux goût? Est-ce qu'après le conditionnement en canette va apporter un faux goût? Donc, tout ce qui est contenance, que ce soit du produit fini ou de la fermentation, est-ce qu'on va avoir une influence? En l'occurrence, oui, sur les fermenteurs plastiques, il peut y avoir des migrations de certains composés entre ton plastique et ta bière. Donc oui, ça peut arriver qu'il y ait des faux goûts. Je t'avoue que moi, en amateur, ça m'est jamais arrivé, mais c'est sûrement arrivé à d'autres. Oui, je crois que c'est du plastique traité, du plastique alimenté aussi qui n'apporte pas. Enfin, moi en amateur, j'ai jamais eu ce souci-là non plus. Après, le souci du plastique, c'est l'usure et après nettoyage. Et là, il faudrait plutôt changer régulièrement ces fûts plastiques en fait. C'est ça, il commence à se rayer. Tu as une rayure dans ton plastique, tu as un biofilm qui commence à se mettre, ça devient nettoyable et tu vas avoir contamination sur contamination. Je vais les faire un peu dans l'ordre ou essayer d'en regrouper certaines, mais quand on parlait de lumière, donc la différence entre lumière naturelle et lumière artificielle, si ça participe de la même manière à la création du goût. Donc je crois que c'est lié aux ondes. Oui. Ça va dépendre vraiment de ton éclairage. Est-ce qu'il déborde un peu sur les UV? Ce qui peut parfois arriver sur certains éclairages de grande surface, par exemple, je pense. Ou de boutique tout simplement. Donc l'idée c'est qu'ils débordent pas trop sur les UV. Parce que c'est vraiment ça qui peut poser un problème. La température de la lumière qui va influencer ça. Il y a certaines lumières artificielles qui ne le causeront pas, ou moins en tout cas.
Mais sinon, quasi, oui, de la même façon. Okay. L'autolyse peut-elle être provoquée par un excès de pression dans le fermenteur? Donc ça, c'est ce que j'avais dit, c'est qu'en gros, si tu as un stress, quelconque, oui, ça peut être un facteur positif pour l'autolyse. Donc l'excès de pression peut être une cause d'autolyse, en tout cas une cause de stress et par extension une cause d'autolyse. Et la question justement en dessous, là, quelle contre-pression maximum en cours de fermentation? Je dirais d'incrémenter en fait sa pression. Donc d'incrémenter de 0,5 bar en 0,5 bar en laissant un petit temps de repos à chaque fois pour la levure et d'éviter d'atteindre, d'éviter d'être au-dessus des 2 bars en règle générale, en présence de levure. Ok, moins d'ester, mais plus de stress cellulaire. Et oui, c'est ça. Donc vaut mieux, je pense, pour moins d'ester, jouer sur la température. Puis on a une question sur dans les bières type IPA, le goût d'air mouillé coupé champignon, est-ce un faux goût ou juste une question de goût? À moins que tu veuilles répondre. Pour moi, l'air mouillé et coupé n'est pas un faux goût quand on parle purement du houblon. On a vraiment ce côté grassy. Après, champignon, je sais pas. Là, si on a des houblons qui vont apporter ces arômes de champignons, là, c'est qu'il y a un souci. Je suis d'accord. Mais moi, le côté herbe mouillée coupée, alors c'est peut-être là juste une histoire de goût que vous n'aimez pas, mais c'est côté très herbal. On va être là sur des houblons plus européens, par contre. Sur les houblons moins fruités, mais qui peuvent apporter ces arômes-là. Oui, alors que moi, le champignon, ça fait tout de suite penser un petit peu à la forêt humide, presque le moisi. Et donc là, je le rapprocherais de la présence de moisissure à un endroit ou un autre de la brasserie. Donc vraiment différent du côté herbe mouillée tondue, quoi. L'herbe tondue peut sentir très bon, effectivement. Après, ça peut être effectivement lors du séchage du houblon, alors qu'il y aurait eu un souci. Donc, ouais. Après, donc une autre question sur l'oxydation peut engendrer un goût métallique aussi. Pour moi, non. Enfin, c'est vraiment. Faut vraiment se concentrer sur le contact avec un quelconque métal. Là. Oui, pour moi, c'est clairement aussi à distinguer clairement ces deux faux goûts là. Une levure qui produit de l'acide lactique, t'en as une ça? Bien sûr. Les deux levures lactiques qu'on a, Sour Peach et Helveticus Peach, sont deux lactobacillus. Ah pardon, levure, j'avais mal lu ta question, Didier. Oui, la Philly Sour, donc qui est une levure Lachantia. Donc c'est pas une levure Saccharomyces, mais elle est capable de produire de l'acide lactique. Donc effectivement. Donc ça c'est pour notre levure commerciale, mais je pense que aussi dans la nature tu dois en trouver d'autres qui produisent plus d'acide que les Saccharomyces cerevisiae standards. Les bières peuvent parfois avoir une couleur grise après quelques mois en bouteille. Est-ce la faute de l'oxydation? Grise. Oui. Pour moi, oui, très clairement. Rosé, gris, on peut clairement avoir un changement de couleur et plus foncé. Sur une blonde, on va être juste sur quelque chose de plus foncé. Mais j'ai déjà effectivement entendu parler de ce gris, ce rosé, ce changement de couleur. Alors, le rosé et gris peut presque aller sur une infection aussi. Mais sinon, c'est clairement pour moi un faux goût lié un facteur lié à l'oxydation. Ouais, et ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est plus sur est-ce que la bière se fonce là? Ouais, pour le coup, je dirais l'oxydation grise, j'ai jamais vu. Mais en tout cas, des bières blondes qui deviennent, ou des NEIPA typiques, des NEIPA qui deviennent orange, brune, là, on est clairement sur de l'oxydation. L'influence négative d'un houblon oxydé sur un brassin est la même pendant une ébue et un dry hopping. Alors, donc si on utilise déjà un houblon oxydé, est-ce qu'il va avoir ce
ce même effet qu'on l'utilise en ébullition ou en dry hopping. Si le houblon est oxydé, à ne pas utiliser. Tout simplement. Tout simplement, mais alors il peut l'être, à moins que tu veuilles répondre, hein, mais pour moi, alors il y a des pour et des contre dans les deux. En début, on va réchauffer, donc se reoxyder encore plus vite. D'un autre côté, il va s'évaporer. Donc ça va être la même chose, vraiment à éviter d'utiliser. Très bien. Où peut-on trouver acheter les Advanced of Flavor Kit? Chez Brewpark. Voilà, c'est clair. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur est-ce qu'on peut revoir ou avoir le PowerPoint. Donc oui, il y a un lien qui a été transmis là dans le chat. Ce sera accessible sur YouTube dès qu'on a fini. Ouais, mes collègues ont déjà mis le lien YouTube. On a une page YouTube, l'Allemand Brewing, où il y a déjà plein de webinaires à revoir. Donc il y en a quelques-uns en français que j'ai fait et pas mal en anglais aussi. Donc je vous encourage à aller voir, il y a plein de sujets intéressants. Donc un fermenteur qui sent le métal à l'intérieur est-il néfaste pour la fermentation? C'est très bizarre. En tout cas, un fermenteur qui sent quelque chose à l'intérieur, n'importe quoi, c'est pas bon signe pour le produit ensuite. Ok, est-ce qu'il peut y avoir des faux goûts liés à des alcools rajoutés, par exemple par des ajouts de copeaux ayant macéré? Une sorte de biotransformation. Donc des faux goûts, j'imagine, liés à des copeaux de bois, quoi. Oui, ou à l'alcool dont ainsi Parce que moi je vois, enfin j'ai du mal à des alcools rajoutés, par exemple, par des copeaux. Ah d'accord, peut-être. Oui, des copeaux qui ont été en contact avec, j'en sais pas, du rhum ou des choses comme ça. De toute façon, il va y avoir un contact entre le copeau et la bière. Donc forcément, s'il y a des sales trucs sur le copeau, ils vont se retrouver dans la bière, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'il y a une biotransformation? Je suis pas au courant de la biotransformation sur des composés qui seraient présents sur des copeaux ayant reçu de l'alcool ou des fûts en bois, enfin des foudres ayant reçu de l'alcool. La seule biotransformation que je connais, c'est celle de certains composés du houblon par la levure. Tout à fait. Normalement, sur le copeau, il ne devrait rien avoir. Il y a une chauffe qui est faite. Après, sur des barriques, c'est peut-être différent. Mais sinon, oui, biotransformation, clairement, avec les houblons en dry hopping. On va faire un webinaire là-dessus, justement, fin du mois. Donc, on y reviendra. Ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un fournisseur de copeaux, hein, tout simplement, de voir est-ce que le toastage, etc., peut avoir une influence derrière. Ouais. Ils auront sûrement de meilleures réponses. Donc, si on peut reconnaître à l'odeur qu'un houblon est oxydé, ces différentes caractéristiques, alors pour moi, oui, très clairement. Donc l'odeur d'ail, quand on sent le pellet ou le cône, pour moi, ça veut dire qu'il est oxydé. Après sueur, oui, transpiration, vieille chaussette, fromage, on va retrouver. On va clairement sentir que le houblon est oxydé. Et j'en ai encore une aussi dans le chat. Sur l'odeur d'olive, viendrait de quelle origine? Odeur d'olive. Genre quelque chose de huileux ou vraiment d'olive olive? Ça peut, il y a beaucoup d'huile. Si c'est huileux, pour moi, ça pourrait être l'acide caprylique. Hein, ouais. Qui donne ça. Ou après, du huileux plus beurre, margarine, comme on parlait, ce serait sur le diacétyl. Ouais, avoir à préciser avec peut-être d'autres descripteurs que l'olive pour vraiment définir sur quoi on a affaire. Quoi. Ok, je crois qu'on a parlé de beaucoup de questions, donc j'en ai loupé. Que t'en as vu. Moi, je vois une question là. Quelle est la contenance des fioles contenues dans les kits?
Donc c'est environ des fioles de 2 millilitres. Et l'idée, c'est de les mixer dans 1 litre de bière par fiole. Donc c'est sûr qu'un litre, c'est beaucoup. Donc l'idéal, en fait, c'est d'être à plusieurs, tout simplement, pour faire ces entraînements. Je pense que ça peut être très intéressant de se réunir pour ça. Il y a encore une question sur les alcools de Fuzel. C'est vrai que ça, on ne l'a pas rajouté. Oui. On peut en parler, effectivement. Donc, si c'est dû uniquement à des températures de fermentation élevées. C'est souche dépendant également. Donc, tu as des souches qui vont fabriquer plus ou moins d'alcool supérieur. Je pense notamment à des souches typiquement belges qui vont produire des alcools supérieurs, pas mal. Et puis des températures élevées, également en fermentation, vont produire des alcools supérieurs. Est-ce que la bière que je bois est bonne? Elle est très bonne. Je ne vais pas faire publicité. Il y a encore beaucoup de questions. Ah non, ça on vient de le dire. J'ai un goût asperge. Oui. Quelqu'un a un goût asperge sur une IPA. Asperge. Oui. L'asperge me fait penser au DMS. Oui. Sur une IPA en plus. Est-ce que ça se rapproche du DMS? Est-ce que ça se rapproche peut-être du Cathy, de la litière? Dans ce cas-là, à fouiller sur l'oxydation, je pense. Après, donc sur le prochain webinaire dont je parlais, effectivement, on parlera de dry hopping en général. C'est le 23, je vérifie juste la date. On va vous envoyer tout ça, ce sera le 23 février. On va faire ça à 4 heures également. On va parler donc de les différentes techniques du houblonnage à froid, mais également un peu de biotransformation ou ce qu'on appelle le hop creep. On va parler de hop volcano. On va essayer justement de vous envoyer des bières pour qu'on puisse aussi déguster ça en même temps. Vous aurez les infos prochainement. On va essayer, Florian, que tu te joignes à nous pour voir justement l'influence levure sur le houblonnage accru. Ça peut être très intéressant. L'ajout de thé peut-elle entraîner des goûts soufrés dus à une fermentation plus longue? Dû à une fermentation plus longue. Alors, fermentation plus longue, parce que potentiellement, tu aurais rajouté du sucre, j'imagine. Après, je connais pas bien là les précurseurs du thé, en fait. Il faudrait que je m'intéresse à ça pour savoir si potentiellement tu pourrais avoir des ajouts comme ça. En tout cas, il y a un truc qu'on n'a pas parlé sur le diacétyl, c'est sur le dry hop. C'est sur on peut faire tout un webinaire de toute façon sur le hop creep, le dry hop, etc. Mais effectivement, on peut avoir une petite remontée du diacétyl lorsqu'on dry up. Ça arrive. Je crois qu'on va peut-être clôturer effectivement. Ouais, parce que je suis bavard. Ouais. Non, mais parce qu'on peut encore parler des heures, mais on avait essayé de s'y tenir à 1 heure. N'hésitez pas à poser si vous avez d'autres questions ou par mail ou par téléphone. Vous avez nos contacts ici dessous. On se fera un plaisir d'y répondre. Encore un tout grand merci à toi, Florian. Merci à toi, Mickaël. Et à très bientôt. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée.